Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter un échec. Et on est d'accord, c'est rare de communiquer sur un échec, non? Je vais vous expliquer pourquoi le premier festival des crêperies artisanales de Paris n'aura pas lieu. Si j'avais su, je serais bien allé me faire exorciser, moi. Tu aimes Crêpes Magiques? Intensément. Alors abonne-toi. Plus tard. Non, maintenant. Plus tard. Qu'est-ce que c'est? De la fleur d'oranger. Enlève-moi vite ça. Abonne-toi! 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 Clic, clic, Crêpes Magiques. Paris est une ville qui est très dynamique en matière d'événements culinaires. On accueille toute l'année des salons et des festivals qui sont dédiés au gin, au café, au burger avec la Paris Burger Week. Mais on a aussi le salon du chocolat et des salons qui sont thématiques pour la gastronomie de Corée, la gastronomie japonaise ou encore portugaise. Certaines fêtes internationales sont également relayées, je pense au World Pasta Day ou au fameux International Pokéball Day. Chaque année, on va faire la fête autour de ces produits et certaines marques en profitent pour organiser leurs propres événements. On connaît le Free Cone Day de Ben & Jerry ou encore le festival de street food des pizzerias Big Mama. Cependant, à Paris, malgré la présence de 190 crêperies, on n'a que deux moments où on va célébrer les crêpes, c'est la Chandeleur, mais ça, c'est dans le monde entier. Et puis, à la fête de la Bretagne, au mois de mai. Je pense qu'il est donc grand temps d'organiser dans la capitale un événement festif, gourmand et médiatique pour célébrer les crêpes et les galettes de qualité, ainsi que les artisans qui les confectionnent tout au long de l'année. J'ai donc imaginé le Paris Crêpes Festival qui devait se dérouler sur 10 jours à la fin du mois de novembre 2024. Le Paris Crêpes Festival, c'est deux choses. Tout d'abord, un menu spécial concocté par les crêperies partenaires et qui peut être dégusté au midi et en soirée, avec un prix maximum de 15 € le midi et de 18 € le soir, et proposant donc une crêpe sucrée, une galette salée et une boisson alcoolisée ou bien un soft drink. L'idée étant que la crêpe et la galette qui seraient proposées seraient une création exclusive des crêperies pour le festival. Par ailleurs, pour les crêperies qui le souhaitent, je leur permettais d'organiser des expériences ou des animations qui étaient en lien avec le monde des crêpes et qui permettaient de mettre en valeur leur travail. On pouvait imaginer des ateliers culinaires, je pense à des créations de crêpes sans gluten, une initiation au tournage ou pourquoi pas une masterclass sur le caramel au beurre salé. On pouvait imaginer d'autres choses avec des dégustations de cidre, de jus de pomme, de quiz sur la Bretagne, de cours de cornemuse, bref. Ces activités étant soit gratuites, soit payantes au choix de la crêperie. Bien entendu, dernier point, sur les réseaux sociaux, de nombreux menus à gagner pour le grand public. Je vais vous parler maintenant d'une partie qui n'était pas très simple à mener, c'était l'identification des crêperies partenaires. Je souhaitais avoir une crêperie par arrondissement pour faire un festival avec 20 restaurants. Ensuite, je souhaitais qu'il y ait des petites crêperies, mais également des grandes, des récentes, des institutions, du service uniquement à la table, mais de la vente à emporter, pour être vraiment représentatif de ce qui existe à Paris. Alors, j'ai procédé de la manière suivante. Tout d'abord, j'ai réfléchi aux crêperies, moi, qui me plaisent, que je connais en tant que client, et j'en ai quand même testé un bon nombre à Paris. Ensuite, j'ai regardé ce que disaient les guides touristiques ou les guides également culinaires, comme le guide du fooding. Je me suis inspiré des avis Google et puis j'ai demandé à certaines crêperies si elles en avaient d'autres à conseiller. Et en dernier lieu, j'ai aussi interrogé quelques fournisseurs qui sont souvent de bons conseils, puisqu'ils rentrent dans toutes les cuisines et ils peuvent nous dire s'il y en a qui travaillent mieux que d'autres. J'ai établi également quelques critères qui me permettent, moi, sur la base de la fabrication maison, de savoir si c'était une crêperie qui était éligible ou qui ne l'était pas. Donc j'ai retenu le travail du sarrasin
et quelques marqueurs des crêperies traditionnelles comme la cuisson au beurre de micelle, ça je pense que c'est assez incontournable, mais également la possibilité d'avoir des galettes sucrées, donc des galettes de sarrasin en dessert, ou encore la présence à la carte de galettes typiques comme la galette saucisse, ou bien de boissons, je pense au lait ribot, ou bien d'une canne à cidre. Bref, et de tout ça, j'ai établi une liste de 30 crêperies que je suis allé rencontrer. Les crêperies ont plein de bonnes raisons de participer. Avant tout parce que ça leur coûte quasiment rien. Je leur demandais en contrepartie 15 menus pour 2 à faire gagner sur les réseaux sociaux et à utiliser durant la durée du festival. Et 15 menus, c'est à peu près, c'est un prix de revient à coût matière de 60 à 70 euros. Donc autant vous dire que c'est peanuts. Ensuite, évidemment, l'intérêt pour les crêperies, c'est d'augmenter la fréquentation à une période qui est traditionnellement calme. Le mois de novembre, la fin du mois de novembre, cette période de transition entre la période estivale avec les terrasses estivales qui sont autorisées jusqu'au 31 octobre et l'hiver qui est une bonne période pour les crêperies. Il fait froid, on a envie de quelque chose d'un peu réconfortant, on n'a pas peur des calories. Bref, cette petite période-là de transition n'est pas bonne en chiffre d'affaires. Et donc ça permettait d'amener des clients au mois de novembre et qui payaient le prix qu'il fallait pour déguster dans l'établissement. Ensuite, ça permettait aussi de valoriser les crêpes et les galettes artisanales, notamment auprès des touristes étrangers et des jeunes générations qui n'y connaissent pas grand-chose. Beaucoup de jeunes qui ne font pas la différence entre le froment et le sarrasin. Les étrangers ne connaissent pas le sarrasin, donc c'était aussi un moyen d'aller à leur rencontre et de mettre en avant ces fabrications traditionnelles et artisanales. Ensuite, le restaurant bénéficiait d'une visibilité accrue. Il est clair que j'avais prévu un gros plan de communication dans les médias, d'embaucher un stagiaire pour faire que ça, bref, de faire en sorte que les établissements soient valorisés. Ensuite, beaucoup se plaignent de la difficulté de recruter, mais je pense que c'était aussi l'occasion de communiquer, de dire venez nous voir, venez à notre rencontre et on va vous expliquer, vous qui cherchez du boulot, ce que c'est que le travail en crêperie. Et ça aurait pu être tout à fait intéressant d'organiser une sorte de forum avec différents partenaires pour tout simplement amener ces candidats à la rencontre du monde de la galette et de la crêpe. Dernier point, et ça c'est aussi une chose que l'on m'avait remonté lorsque j'avais un peu testé l'idée, c'était l'occasion pour les patrons et les patronnes de crêperie de participer à une dynamique collective. Pourquoi ? Parce que ce sont des établissements qui généralement, par manque de temps ou d'occasion, ne se connaissent pas. J'ai lancé le Paris Crêpe Festival il y a exactement 30 jours, mi-juin 2024. J'ai vraiment fait les choses à fond. Je ne suis pas du style tranquillou, touriste, on regarde passer les trains. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez. Donc, j'ai rédigé un dossier de presse, créé un logo, déposé une marque, imprimé des présentations du projet. Je suis allé les porter à 30 crêperies. Juste le fait de me déplacer, c'est 9 heures de vélo. D'accord, dans les rues de Paris, avec les bus, tout ça, la pluie, pour aller partager cette bonne nouvelle. L'accueil a été très bon. C'est-à-dire que j'ai rencontré les différents responsables des crêperies. J'y suis allé généralement en début ou en fin de service. Et on me disait, oui, mais ce truc c'est très bien, je ne suis pas le seul à décider, il faut que j'en parle avec mon associé, mais on te rappelle. Ok. Au bout d'une semaine, j'avais 3 réponses. 3 réponses sur 30 crêperies. C'est-à-dire que 90% des crêperies n'étaient pas revenues vers moi. Alors, on sait ce que c'est. On serait sur Tinder, on parlerait de ghosting. Là, c'est un peu la même chose. Vous avez une discussion avec quelqu'un qui se déroule bien et subitement, un bris de communication. On ne revient pas vers vous. On ne revient pas vers vous, c'est même pas pour vous dire non. C'est pas vous dire ni oui ni non. On ne revient pas vers vous, comme si la discussion n'avait jamais eu lieu. Alors là, évidemment, je me suis remis en question. Je me suis dit, premièrement, peut-être que le concept n'est pas bon. Mais améliorer un concept pour lequel on n'a pas de feedback, c'est difficile. Qu'est-ce que je pouvais changer ? Je fais un festival qui amène de la visibilité, c'est gratos, ça met en avant le métier,
c'est positif, ça permet de rencontrer ses pairs. Enfin, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Je ne vais pas non plus payer les crêperies pour participer. Ensuite, je me suis dit, je vais aller relancer ces principes de la vente. Hein. J'ai fait un master de vente. Hein. Personne ne le sait, mais je vous le dis aujourd'hui. Donc, la moindre des choses, c'est le traitement de l'objection. Si jamais on a une objection, pour avoir une objection, il faut relancer pour qu'on nous dise voilà ce qui nous gêne. Et en fonction de ça, faire évoluer, avoir des réponses, traiter tout ça. Bon. Sauf que j'avais pas de réponse. Alors, relancer, c'était 9 heures de vélo. Et je sais très bien que je revenais dans les crêperies, on m'a dit « Ah là là, mais c'est sur mon dossier, c'est sur mon bureau, je m'en occupe demain, je te rappelle la semaine prochaine. » Et c'était sans fin. Et je sais très bien, et c'est là que j'ai compris que c'était sans fin, que je n'obtiendrai finalement pas de réponse de 30 crêperies à Paris sur le principe assez simple de dire si elles veulent ou si elles veulent pas. Donc, c'est là que je me suis posé la question de mon intérêt personnel à aller plus loin, à investir du temps. Je vous cache pas que mon intérêt personnel, il était faible. Moi, ce que je souhaitais faire avec ce festival, c'était de contribuer à mon maigre niveau au passage au XXIe siècle des crêpes et des galettes. Ce que je sais, c'est que je vois ce qui a été fait pour le burger et pour les pizzas, et j'aimerais beaucoup que les crêpes suivent le même chemin. Dans les années 80, quand j'étais petit, franchement, crêpes et pizza et burger étaient de mauvaise qualité. Hein, c'était pas bon. Aujourd'hui, il faut vraiment faire exprès pour manger une pizza dégueulasse. Il faut le choisir, hein, parce que le niveau, il est exceptionnel. Donc, moi, j'aimerais, avec mes petits moyens, contribuer à ce qu'on aille vers du mieux, tirer cette gourmandise populaire vers le haut, notamment en permettant à des crêpiers professionnels de nous mettre des paillettes sur les roselles. D'imaginer, et c'est pour ça que je trouvais que le festival était cool, à la fois dans les menus qui pouvaient être imaginés, faire des super associations, faire des crêpes avec des garnitures maison auxquelles on n'avait pas pensé, de faire des crêpes fusion, de faire des roulés, de trouver des présentations, des dressages insolites, et puis également de proposer des expériences, des choses assez personnelles pour mettre en avant ce que l'on sait faire, ce savoir-faire. Bon. Et je me suis rendu compte que déjà, moi, ça me coûtait. Ça me coûtait parce qu'un dépôt de marque, c'est 270 € de base. Moi, j'allais prendre un stagiaire. Un stagiaire, c'est 600 € par mois. Donc déjà, moi, non seulement ça ne me rapportait rien directement, mais en plus, ça allait me coûter. Alors oui, il y a une dimension de plaisir personnel, de contribuer, d'être l'instigateur de quelque chose qui n'existait pas, mais c'était pas suffisant. Donc, j'ai dû prendre cette lourde décision de tout stopper, d'en faire mon deuil et d'annuler le Paris Crêpes Festival 2024. Je vais maintenant partager avec vous 3 constats que j'ai pu tirer à l'occasion de cette expérience. Premier constat, le restaurateur manque cruellement de temps. C'est simple, moi je l'ai constaté à titre personnel. Quel que soit le moment de la journée où je rencontre le patron ou la patronne du restaurant, c'est pas le bon moment. On voit bien que quelque part on fait chier, quoi. Pourquoi? Parce que le service va démarrer. Le service vient de se terminer et il va falloir nettoyer, ranger parce que c'est la coupure. Ou bien le restaurateur doit partir parce que la vaisselle est en panne ou parce que le serveur a donné hier sa démission et il faut le remplacer. Et le problème, c'est que le restaurateur, il fait tout. Il est partout. Il est partout, il est nulle part en même temps. Hein. Et on a l'impression que c'est un peu l'ambiance job dating. À une époque, j'ai participé à quelques émissions de radio et je me suis aperçu qu'une idée devait au maximum se concrétiser en 3 phrases. C'est-à-dire que vous avez 3 phrases pour dire ce que vous avez à dire, après quelqu'un d'autre va prendre la parole. Donc vous êtes comme un sniper pour choper la parole, vous avez 3 phrases et après quelqu'un d'autre la chope. Et là c'est un peu la même chose. Moi je devais pitcher le festival en 3 phrases. Et je voyais bien dans les yeux de la personne que j'ai en face de moi si quelque part on allait aller plus loin ou si c'était un peu compromis. Donc le restaurateur a quelque part une bonne excuse. Et je parle pas de Bertrand Larcher, le patron du Breitz Café, qui a ses équipes marketing à Cancale, qui sont payées pour réfléchir à tout ça. Moi, je vous parle du petit
restaurateur de la crêperie qu'on connaît, de 50, 60 places, et encore, hein, déjà c'est un bel établissement. Et ils n'ont pas le temps de se poser pour réfléchir, d'autant plus à des sujets marketing. Ils sont vraiment le nez dans le guidon, dans l'exploitation, dans le quotidien, et c'est un peu le dernier qui parle qui a raison. Donc si vous arrivez à choper le restaurateur, à le coincer 5 minutes, voire 10 minutes, déjà c'est inouï. Mais c'est le seul moyen d'avoir une discussion, parce que sinon la discussion va être reportée. On va vous demander de repasser ou de rappeler. Et donc quelque part, eh bien ça va jamais se faire. Ensuite, je pense que ça serait intéressant de se pencher sur cette question. Pourquoi les restaurateurs ont aussi peu de temps? Est-ce que c'est vraiment un mode de fonctionnement? Par exemple, les avocats s'y prennent toujours la veille pour faire leur plaidoirie. C'est comme ça, c'est une manière de travailler. Est-ce que le restaurateur a vraiment comme manière de... Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est quelque chose qui est subi? Et moi, je pense que ça mériterait de faire une vidéo, que j'aille voir un coach pour poser la question et peut-être pour aider les restaurateurs à réfléchir à cela. Est-ce qu'il faut embaucher? Est-ce qu'il faut déléguer? Est-ce qu'il faut refuser? Être plus efficace? Être plus malin? Anticiper? S'organiser? S'outiller? Digitaliser? Je ne sais pas, c'est une vraie question. En tout cas, ça, c'était mon premier constat, le manque de temps. Deuxième constat, les restaurateurs ont une grande marge de progrès en marketing. Moi, je me suis rendu sur les réseaux sociaux et j'ai regardé les sites internet avant de me déplacer. Et là, je ne vous cache pas que j'ai eu de nombreuses surprises. Non pas au niveau de la cerise, je parle tout simplement du gâteau, les fondamentaux. Pour moi, un restaurant doit avoir un site internet en 2 langues, pour les infos, qui sommes-nous, où nous trouver, la carte, ok? Et puis pour appuyer avec une dimension un peu plus d'actualité, un compte Insta, une page Facebook. Et bien entendu, à minima sur la vitrine, les coordonnées du restaurant et les heures d'ouverture. Et je vous assure que on est vraiment très loin du compte. Alors, juste 2 exemples. J'ai en tête un restaurant qui a eu un joli site qui a été fait lors de son ouverture. Voilà, qui vous parle de sa carte d'hiver, sauf le manque de bol, on est au mois de juin. Donc ça n'a pas été mis à jour, ça fait plusieurs années. Autre exemple, une crêperie qui marche très bien, vraiment de grande qualité, avec 680 avis à presque 5 étoiles sur Google, et uniquement 15 ont reçu une réponse. Alors, est-ce que ce n'est pas dommage? Est-ce que c'est pas se tirer une balle dans le pied alors qu'on peut à moindre coût contribuer à la valeur de la marque? C'est ça qui est important. Les restaurateurs, de mon point de vue, n'ont pas compris que c'était un actif immatériel. C'est une partie intégrante du fonds de commerce. Et la présence sur le réseau, une note à 5 sur Google, un site internet avec du trafic, c'est quelque chose qui se mesure en euros derrière, en euros de chiffre d'affaires, mais également en visibilité, en présence, en exposition médiatique. Et il va falloir y aller, là. Il va falloir y aller, les gars. Vraiment. Donc, je vous avais parlé il y a quelque temps, dans le cadre des franchises, de ce que je leur reprochais. Mais en tout cas, il y a une chose qu'on ne peut pas leur reprocher aux franchises, c'est de communiquer. Alors, d'accord, on ne va pas faire des posts. Chaque fois qu'on a reçu une nouvelle caisse de fourchettes. Souvent, les franchises, ils communiquent sur des choses pas très essentielles. Mais il y a un entre-deux. Et cet entre-deux, je conseille vraiment aux restaurateurs de s'y mettre. Alors, c'est sûr que par rapport à ça, quand on n'est pas capable de mettre à jour les horaires du restaurant sur Google My Business, c'est sûr qu'on ne va pas réfléchir à l'opportunité de participer à un festival de crêpes et de galettes à Paris. Troisième et dernier constat, les restaurateurs ne sont pas très solidaires. Pour ceux qui suivent cette chaîne, vous savez que j'ai passé 9 jours au Salon de l'Agriculture en février dernier. J'y ai fait des crêpes et des galettes. Et j'ai pu me rendre compte à quel point le monde agricole est solidaire. Les agriculteurs vont se prêter du matériel, ils vont partager des bonnes pratiques, ils vont également se donner un coup de main en cas de coup dur, notamment climatique. Mais d'autres corporations
les restaurateurs n'ont pas cet esprit de corps, ils n'ont pas cette intelligence collective. Lorsque le monde agricole veut se faire entendre, il se fait entendre. Il y a des manifestations, il y a des blocages, mais également d'autres professions. Je pense aux taxis ou aux marins-pêcheurs il y a quelques années. Est-ce que vous avez déjà vu une manifestation de restaurateurs? Non, non. Pourtant, on a 380 000 exploitations agricoles et 200 000 restaurants. Donc on pourrait imaginer qu'on pourrait on pourrait se faire entendre, hein. On pourrait bloquer la France, nous aussi. On pourrait coller les pieds des CRS avec du caramel au beurre salé. Donc on a, je pense, un manque de cohésion, un manque de sens du collectif, comme on pourrait dire en sport. Alors, il y a des syndicats, hein, il y a l'UMI, le GNI, mais c'est pareil, qu'est-ce qu'ils font eux quand ils sont pas contents? Ils écrivent au ministre, hein, et après ils font un procès à Airbnb. Mais ça s'arrête là. On n'a pas ce collectif soudé auquel on pourrait penser. Je pense que c'est un état d'esprit. Alors c'est sûr que lorsque vous allez voir un restaurateur, vous lui dites on va faire un festival, et certains confrères vont dire ah oui mais c'est pas des confrères, sont quand même des concurrents. Mais non, c'est pas un concurrent, le mec oui il fait du froment, il est dans un autre arrondissement, il n'est pas en face de chez toi. Voilà, à certains moments, j'ai vu que c'était une idée qui était un peu compliquée à accepter. C'était de faire quelque chose avec d'autres restaurants parce qu'on a l'habitude d'être dans son coin, d'être autonome en mode camping-car, sans imaginer des collaborations. C'est une idée qui est assez récente, hein. Et quand vous regardez sur tous les communiqués de presse, il y a un certain nombre de sites sur Internet, peut-être que j'en parlerai à l'occasion, avec des communiqués de presse dans la food. Quand il y a des associations, quand on a des partenariats qui sont faits, ou des résidences de chefs, c'est souvent sur une gastronomie très contemporaine. Sur le tradi, on est chacun dans son coin. Alors, le constat de ça, il y en a un autre à faire. C'est que la raison pour laquelle les restaurateurs souffrent et se font bouffer par Deliveroo, par La Fourchette, par Uber Eats, par TripAdvisor, qui vont aller taxer, qui vont aller prendre 20 à 30% du chiffre pour une intermédiation, alors que Deliveroo, il ne possède pas un seul restaurant. D'ailleurs, il ne possède pas une seule mobilette, pour vous dire qu'il a juste fait en sorte d'être au milieu entre des clients et des restaurateurs. Si les restaurateurs s'étaient associés, ils auraient très bien pu faire le Deliveroo eux-mêmes. Pizza Hut, ils ont leur scooter pour livrer. Je veux dire, pourquoi pas? Ils auraient très bien pu s'entendre. S'ils avaient été solidaires, ils se seraient entendus, comme l'ont fait certaines centrales de taxi artisans indépendants, pour bosser ensemble et proposer un service. Donc, si les restaurateurs avaient été solidaires, ils auraient très bien pu mettre en place un certain nombre de services, par exemple de livraison, ou de partenariat avec des coopératives de livreurs à vélo, enfin on peut imaginer plein de choses, pour aller livrer ses clients. Sauf que comme ils ne savent pas vraiment s'entendre, ils ne se causent pas, ils ne se connaissent pas, eh bien ils ont laissé d'autres faire à leur place, qui sont très contents de le faire à leur place, et d'aller bouffer presque un tiers du chiffre pour rémunérer cette activité. Donc c'est évidemment quelque chose qui est dommageable. Je terminerai cette vidéo en vous disant deux choses. La première, c'est que la non-organisation du Paris Crêpes Festival a été l'occasion pour moi de faire de belles rencontres professionnelles, et j'inviterai quelques propriétaires de restaurants prochainement sur la chaîne, et ils vont nous raconter des choses extrêmement intéressantes. Par ailleurs, si vous avez, vous, une idée pour organiser un tel festival ailleurs, n'importe où dans le monde, eh bien écoutez, moi je suis chaud comme la braise, vous savez comment me joindre, et j'espère qu'on va faire des trucs extrêmement cool ensemble. Voilà, je vous ai tout dit, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur les crêpes et les galettes. Salut!